Die 15-jährige Schülerin hatte die Nacht zum 18. Februar bei ihrer Schwester verbracht. Am Morgen wollte sie eigentlich zu ihrer Schule in der Fritz-Erler-Allee gehen, aber dort kam sie nie an. Seit 8 Wochen fehlt von dem Mädchen jede Spur. Bereits kurz nach Ermittlungsbeginn vermutet die Polizei einen Tötungsdelikt. Für die Familie ein Schock. Un grand merci à Nora et Elise qui m'ont aidé pour les traductions des vidéos parce que j'ai fait allemand LV2 il y a fort longtemps, mais à part Kartoffelsalat, je me souviens pas de grand-chose. Début 2019, une adolescente disparaît sans laisser de traces en Allemagne et l'affaire se révèle être un vrai casse-tête pour les enquêteurs qui vont peiner à trouver des preuves pour pouvoir inculper le seul suspect qu'ils ont. Plongeons sans plus attendre dans ce nouvel épisode de HVI dans lequel nous allons étudier ensemble les circonstances de la disparition mystérieuse de Rebecca Reusch. Générique. Cette semaine, pas de voyage outre-Atlantique, mais un ticket pour l'Europe, en direction de la capitale de l'Allemagne, qui est aussi la ville la plus peuplée de l'Union européenne. Avec ses plus de 3,5 millions d'habitants, Berlin est connu pour attirer un nombre très important de jeunes de toutes nationalités confondues, qui viennent s'y installer pour profiter de sa vie culturelle aussi riche que diverse. Mais au début de l'année 2019, c'est à Berlin-Britz, un quartier résidentiel calme situé dans l'arrondissement de Neukölln, au sud de Berlin, qu'une affaire de disparition commence à faire pas mal de bruit, jusqu'à provoquer l'interrogatoire de plusieurs membres d'une même famille. En effet, le 28 février 2019, Florian Reicher et son épouse Jessica, tous les deux âgés de 27 ans, sont emmenés au poste de police pour y être questionnés parce que Rebecca, la jeune sœur de Jessica, s'est volatilisée 10 jours plus tôt après avoir passé la nuit chez eux. Rebecca a 15 ans et ça fait d'elle la benjamine des 3 filles de Bernd et Brigitte Reusch, Vivien étant la cadette et Jessica l'aînée. Le 17 février, l'adolescente décide d'aller dormir chez sa sœur, qui ne vit qu'à quelques kilomètres de chez leurs parents, avec son mari et leur fille de 2 ans. Ce soir-là, Florian n'est pas là, parce qu'il doit participer à une fête organisée par son entreprise, qui risque de durer jusque très tard. Alors, c'est l'occasion pour Jessica et Rebecca de passer un petit peu de temps ensemble. La soirée se déroule extrêmement bien, entre discussions, commandes de pizza et écoute de musique, mais c'est dimanche et le lendemain, les filles ont toutes les deux à faire. Alors, elle décide de ne pas aller se coucher très tard. Florian, lui, rentre dans la nuit aux alentours de 5h45, passablement éméché, et comme on peut s'en douter, il va directement au lit. Peu de temps après le retour de son mari, Jessica se lève et se prépare pour aller au travail, mais elle ne passe pas par le salon pour éviter de réveiller sa sœur qui dort probablement encore sur le canapé. Vers 7h, la jeune mère quitte la maison avec sa fille, qu'elle doit déposer à la crèche sur le chemin, et un quart d'heure après, Brigitte appelle Rebecca, sa benjamine, pour lui rappeler qu'elle a cours ce matin-là, au cas où elle aurait oublié de mettre une alarme. Seulement, l'adolescente ne décroche pas et elle n'a toujours pas recontacté sa mère à 8h25, alors cette dernière décide de téléphoner à Florian pour lui demander d'aller la réveiller si nécessaire. Son gendre ne répond pas immédiatement et il doit d'ailleurs être assez mécontent qu'on le tire de son sommeil vu l'heure et l'état dans lequel il est rentré chez lui, mais il rappelle rapidement Brigitte et se plie de bonne grâce à sa demande. Cela dit, en descendant, Florian constate qu'il n'y a plus personne au salon et il en conclut que Rebecca est en fait déjà partie, ce qu'il rapporte à sa belle-mère avant de retourner se coucher. À 8h42, Brigitte envoie un message à sa fille sur WhatsApp en disant qu'elle espère qu'elle est arrivée à l'école à l'heure parce qu'elle n'est pas parvenue à la joindre du tout, un message qui est distribué mais pas lu. Le truc, c'est qu'à 9h40, l'absence de Rebecca est remarquée à la Walter Gropius Schule dont elle est élève. Elle ne s'y est donc pas rendue, ce qui ne lui ressemble pas du tout. Et tout porte à croire qu'effectivement, elle n'a pas juste choisi de sécher les cours ce 18 février parce que l'après-midi venu, elle ne rentre pas chez ses parents, qui comprennent tout de suite que rien de tout ça n'est normal. Le même jour, ils contactent la police pour leur faire part de leur inquiétude, mais malheureusement, comme c'est souvent le cas quand un adolescent disparaît, les forces de l'ordre traînent un petit peu les pieds et refusent de s'impliquer immédiatement, sous prétexte qu'il s'agit peut-être d'une simple fugue. La famille de Rebecca commence alors les recherches seule, d'abord en questionnant ceux qui la connaissent, puis en leur demandant de faire passer le mot concernant sa disparition, mais personne ne l'a vue ni ne sait où elle se trouve, et surtout, son téléphone est à présent éteint en permanence. L'adolescente ne poste rien sur les réseaux sociaux non plus, ce qui ne rassure personne parce que, comme la plupart des jeunes de son âge, elle y est habituellement très active.
Ce n'est que le 21 février que la police berlinoise ouvre une enquête pour disparition inquiétante de mineurs, ce qui permet à l'affaire d'avoir enfin plus de visibilité, notamment auprès de la presse. Auf der anderen Seite sucht man natürlich immer noch und bittet um Hinweise. Auch eben die Freundin von Rebecca, die ja dieses Plakat hier auch gedruckt und verteilt haben am Freitag in einer Aktion, die bitten natürlich auch darum, dass jeder Mögliche, der sie gesehen hat seit dem vergangenen Montag, der natürlich diese Hinweise dann auch weitergibt. Cet avis de recherche précise quels vêtements portait Rebecca le 18 février, parce que la dernière personne à avoir vu de ces nouvelles est apparemment l'une de ses amies, qui a reçu de sa part une photo via Snapchat. Elle la lui avait envoyée pour lui montrer comment elle était habillée, justement comme elle le faisait quasiment tous les jours. Et ce matin-là, elle portait une veste de polaire rose, un sweatshirt blanc avec l'inscription Rap Monster, un blue jeans, des Vans, et elle avait avec elle son sac de cours couleur bordeaux. La destinataire du message temporaire ne l'a ouvert qu'à 8h15, mais elle l'aurait a priori réceptionné entre 7h et 7h46, heure à laquelle Rebecca s'est connectée au Wi-Fi de la maison de sa sœur et de son beau-frère pour la dernière fois. Quand elle a pris le cliché, elle se trouvait debout dans le couloir et rien n'avait l'air anormal dessus, que ce soit dans son apparence ou dans son comportement. En vérité, depuis le départ, strictement rien ne semble aller dans le sens d'une disparition volontaire de sa part. Also die Vermutung ist eben immer größer und immer stärker, dass es sich hier tatsächlich möglicherweise dann doch um ein Verbrechen handelt. Denn dass sie einfach so nicht auftaucht, das können sich auch ihre Eltern gar nicht vorstellen. Finalement, la police arrive elle aussi à cette conclusion très rapidement, parce que le 23 février, soit 2 jours seulement après le début de l'enquête, le dossier est transmis à la brigade en charge des affaires criminelles. La famille de Rebecca s'implique énormément dans les recherches en distribuant de nombreux tracts, et Vivien appelle à la mobilisation sur Instagram pour que des battues soient organisés dans les quartiers environnant celui de Berlin-Britz. D'ailleurs, pas mal de membres de la BTS Army, les fans du groupe de K-pop sud-coréen BTS, s'impliquent eux aussi en relayant la triste nouvelle en ligne parce que, comme vous avez pu le voir avec son sweatshirt, Rebecca était l'une des leurs. Le 27 février, la police passe au peigne fin l'itinéraire entre la maison de Jessica et Florian, située à Marorvug 88, et la Walter Gropius Schule, qui, elle, se trouve Fritz Erler Allee 86. Un trajet long d'une trentaine de minutes à pied. Ils sont aidés d'un hélicoptère qui survole également tous les parcs des environs pour appuyer les équipes qui les fouillent déjà au sol. Tous les conteneurs environnants où l'on peut déposer des habits sont vidés à la recherche d'éventuels vêtements pouvant appartenir à Rebecca ou d'une grande couverture violette en polaire qu'elle aurait peut-être emmenée avec elle quand elle est sortie de la maison, si on en croit les dires de Jessica qui a constaté la disparition de la fameuse couverture. Même si ça semble un petit peu bizarre parce que ce soit pour se rendre à l'école ou bien même si elle avait voulu fuguer, emporter une couverture avec elle, ça semble franchement pas très logique. Toujours est-il que les efforts restent vains et que personne ne parvient à retrouver la moindre trace de Rebecca, que ce soit les enquêteurs ou ses proches, mais le 28 février, les investigations prennent une tournure inattendue. Jessica et Florian sont conduits au commissariat pour y être interrogés, et si la première ressort le jour même sans aucun problème, le séjour de son époux est lui prolongé parce qu'il peine visiblement à expliquer certaines choses récemment apprises par la police. Des découvertes qui, vous allez le voir, sont en effet plutôt troublantes. Rebeckas Schwager Florian R. Bei seinen Aussagen bei der Polizei verstrickte er sich in Widersprüche. Was passierte in der Zeit ab 5:45 Uhr, als er von einer Feier nach Hause kam? Er will geschlafen haben, doch das automatische Kennzeichenerfassungssystem soll den pinken Kleinwagen, den er und seine Frau nutzten, am Morgen auf einer Brandenburger Autobahn erfasst haben. L'une des caméras, située sur l'autoroute A12, a bel et bien photographié le véhicule du couple à 10h47. Il se trouvait entre Berlin et Francfort-sur-l'Oder et roulait en direction de la Pologne. Si l'endroit exact où la photo a été prise est connu, c'est ici, la destination du véhicule, elle, reste pour le moment un vrai mystère. On ne peut pas voir qui conduisait sur l'image, mais Jessica a de toute façon un alibi parce qu'elle était sur son lieu de travail. Son mari, en revanche, n'en a aucun d'alibi et il refuse de dire pourquoi il était en voiture à ce moment-là, ni même où il allait. Ce qui est sûr, c'est qu'il a menti concernant son emploi du temps pendant son interrogatoire et qu'à présent, il alimente tous les soupçons des enquêteurs. Plus troublant encore, il a effectué un trajet similaire le 19 février à 22h39, soit le lendemain de la disparition de Rebecca, un second voyage sur lequel il ne peut pas non plus apporter d'explication vérifiable.
Dans le prolongement de son interrogatoire, la maison de Jessica et Florian est perquisitionnée le 1er mars 2019 au matin, et même si, en plus de la couverture violette, l'absence d'une ceinture de peignoir est relevée, la police ne trouve rien qui puisse permettre l'inculpation du beau-frère, raison pour laquelle le juge d'instruction ordonne sa libération l'après-midi même, faute de preuves incriminantes. Malgré tout, les forces de l'ordre annoncent qu'elles pensent maintenant qu'il s'agit d'une affaire de meurtre, et le ministère public dépose un recours pour que le beau-frère de Rebecca soit placé en détention provisoire. Le 4 mars, il obtient gain de cause, Florian est à nouveau arrêté, et il faut bien admettre que de plus en plus de découvertes semblent indiquer qu'il pourrait bien être impliqué d'une manière ou d'une autre dans la disparition de l'adolescente. Außerdem hat der 27-Jährige in der betreffenden Zeit WhatsApp-Nachrichten abgesetzt. Und im Wagen sind Rebeckas Haare und Faserspuren einer lilanen Decke gefunden worden, die mit Rebecca verschwand. Alors, loin de moi l'idée de me prétendre criminologue, hein. Clairement pas. Mais pour quelqu'un qui était censé dormir, il avait quand même l'air plutôt bien réveillé. Et s'il l'était et qu'il n'avait rien à se reprocher, alors pourquoi avoir menti ? En fait, plus la police creuse et plus elle trouve d'éléments qui sont assez peu rassurants concernant Rebecca. Cela dit, en ce qui concerne les cheveux retrouvés dans le coffre de la voiture, il est révélé après analyse qu'il ne s'agissait en fait pas des siens. En revanche, pour ce qui est des fibres de la couverture violette qui avait disparu avec elle, le mystère reste entier. Pourquoi Florian l'a-t-il mise dans le coffre de sa voiture et que transportait-il qui nécessitait d'être enveloppé dedans ? On peut comprendre que les enquêteurs le suspectent, mais étant donné qu'il ne peut strictement rien justifier et qu'il refuse d'en dire plus, il se retrouve dans une impasse. La police décide alors de faire quelque chose de très inhabituel en passant un appel à témoins dans un épisode de l'émission True Crime Aken Zeiken XY Ungelost, une émission produite par la ZDF. Es handelt sich einen Renault Twingo in einer sportlichen Version. Dieser hat eine auffällige himbeerrote Metallic-Lackierung und ein Berliner Kennzeichen. Ja, wir haben uns also entschlossen, das Bild des Tatverdächtigen zu veröffentlichen, um zu erfahren, wer kann etwas zum Bekanntenkreis des Tatverdächtigen sagen, wer kennt Ankerpunkte, die Rebeckas Schwager in dem Gebiet zwischen Berlin und Frankfurt-Oder hat, beziehungsweise hat vielleicht ihn jemand in diesem auffälligen Auto gesehen. L'émission est diffusée le 6 mars et l'initiative porte ses fruits parce qu'après ça, les appels affluent au commissariat et en parallèle, la famille de Rebecca intervient elle aussi publiquement, mais pas pour les mêmes raisons. C'est en fait tout le contraire parce que ses membres s'opposent aux enquêteurs et se rangent derrière Florian en assurant qu'il croit dur comme fer en son innocence, à commencer par sa femme Jessica, qui est pourtant aussi la sœur aînée de l'adolescente disparue. Na, noch nicht mal Gewaltverbrechen, sondern gleich auf Leiche, gleich auf Tötung. Noch nicht mal ohne irgendwelche Beweise, weil ich seit 8 Jahren mit ihm zusammen bin, fast. Und ich sagen kann, dass ich ihn kenne, so eine Tat zu vollbringen mit seiner sozusagen kleinen Schwester. Mais ce n'est pas tout, parce que Bernd, le père de Rebecca, s'exprime également face aux journalistes et il laisse entendre qu'il pourrait bien avoir des réponses que même la police n'a pas concernant les fameux trajets en voiture de son gendre. Die ganze Nummer hängt mit einer anderen Sache zusammen, die ich aber nicht sagen darf. Und ich hoffe, dass sich das jetzt aufklärt. Florian, rede einfach. Klär das, damit die ganze Suche in die andere Richtung geht. Und zwar in die richtige. Wir müssen Becky finden. Mais malgré la demande de Bernd, son gendre garde le silence en détention, ce qui fait que les médias commencent à y aller de leur propre théorie, et l'une d'elles se répand comme une traînée de poudre. Il est dit un petit peu partout que Florian aurait fait ses voyages pour aller s'acheter de la drogue, et que c'est la raison pour laquelle il ne veut pas parler à la police. Quand on évoque le sujet avec la famille de Rebecca, elle ne confirme pas, mais ne dément pas non plus, ce qui fait d'autant plus grossir la rumeur, une rumeur à laquelle les forces de l'ordre ne croient pas tellement. Et moi non plus, parce qu'entre une inculpation pour trafic de stupéfiants ou une inculpation pour meurtre, personnellement, mon choix aurait été vite fait. Cela dit, que le suspect décide ou non d'en dire plus sur le pourquoi il a pris le volant les 18 et 19 février, les enquêteurs ont de toute façon de nouvelles pistes vers lesquelles s'orienter, parce que parmi les quelques 700 tuyaux reçus, juste après la diffusion de l'appel à témoins, plusieurs ont déjà retenu leur attention. Par exemple, celui de quelqu'un qui affirme avoir vu un véhicule correspondant à la description de celui de Florian près d'une forêt, située non loin du village de Kummersdorf, dans la municipalité de Storkov, au sud de l'autoroute, le 18 février dans la matinée.
Les autorités effectuent donc des recherches dans cette zone dès le 7 mars. Wir können hier direkt einmal rüberschauen, denn hier sind eben tatsächlich seit heute früh um 11 ungefähr 90 Kolleginnen und Kollegen der Polizei im Dienst. Da ist die Kriminaltechnik dabei. Da ist auch die Mordkommission dabei und hier sehen wir eben Beamte, die eben auch mit Stöckern sozusagen ausgestattet sind, um eben hier dieses ganze Waldstück zu durchsuchen. Ein Hubschrauber war auch im Einsatz, auch 4 Spürhunde sind hier im Dienst und man kann sich vorstellen, es sind ja bereits 4 Stunden, die hier gesucht werden. Das dauert natürlich, so ein ganzes Waldstück auch zu durchsuchen und dementsprechend kann man aktuell bei der Polizei bisher noch gar keine Auskünfte darum geben, wie lange das dauern wird. Wir haben nur eben gerade gehört, bislang gibt es einen entscheidenden Fund hier in dem Wald bislang nicht. Pendant que ces nombreux effectifs de police ratissent une large zone autour de Kummersdorf, des enquêteurs continuent de recueillir les informations du public et explorent toutes les pistes intéressantes. Immer wieder durchsucht die Polizei Seen und Wälder in Brandenburg. Mehr als 2200 Hinweise hat es bisher gegeben. Der aktuellste: ein Mann will Rebecca in der polnischen Stadt Krakau gesehen haben. Laut Bild-Zeitung hat die Polizei bereits ihre Kollegen in Polen kontaktiert. Malheureusement, malgré des efforts et des moyens considérables déployés, rien ne permet de retrouver la trace de Rebecca et les enquêteurs restent entièrement convaincus que Florian est coupable, même s'il n'a pour l'instant toujours pas été inculpé. Wenn wir das Telefonverhalten von Rebecca beachten und die Auswertung der Routerdaten aus dem Haus des Schwagers, kommen wir zu dem Schluss, dass Rebecca das Haus nicht verlassen haben dürfte. Ce qu'ils sous-entendent, c'est en fait qu'elle ne l'a probablement pas quittée vivante. Pourtant, la famille de Rebecca campe sur ses positions au sujet de Florian et Brigitte annonce le 13 mars qu'elle croit que c'est un certain Max qui pourrait en fait être à l'origine de la disparition de sa fille. En effet, en 2018, l'adolescente avait rencontré un certain Maximilien en ligne, un garçon de son âge, et ils discutaient régulièrement d'une éventuelle rencontre parce que ce dernier n'était pas de Berlin. Cela dit, apparemment, il n'y avait rien de sérieux entre eux et d'ailleurs, un rendez-vous qu'il s'était fixé avait même été annulé par Rebecca à la dernière minute, mais Brigitte paraît quand même assez convaincue du fait que sa fille a pu sortir avec la couverture violette dans le but d'aller se poser dans un coin avec Max avant d'aller à l'école. Selon elle, ce serait donc peut-être lui qui aurait provoqué la disparition de sa fille et, hasard ou coïncidence, Bernd a affirmé que le concerné avait supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux 2 jours seulement après les faits. Mais quoi qu'il en soit, les enquêteurs ne croient pas à cette hypothèse, notamment en raison de l'âge de Max, du fait qu'il habite assez loin et surtout parce que c'est plutôt improbable qu'il ait pu faire le trajet jusqu'à Berlin aussitôt, un jour où il avait lui aussi école. Le 16 mars, des membres des forces de l'ordre partent en direction de Francfort-sur-l'Oder, à une 50aine de kilomètres de Storkov, pour fouiller les forêts et les points d'eau du coin, parce qu'il s'avère que Florian connaît très bien les environs pour y être né et pour y avoir encore des proches. Ce serait donc facile pour lui de savoir où aller s'il voulait cacher quelque chose, et par quelque chose, je veux bien évidemment parler d'un corps. D'autant plus que, rappelez-vous, sa voiture a été photographiée alors qu'elle roulait vers sa ville de naissance, le matin des faits, mais aussi le lendemain. Malheureusement, là encore, la police fait chou blanc et l'enquête commence en réalité à sérieusement piétiner parce que les recherches sur le terrain n'ont jamais rien donné et que Florian, qui est toujours en détention, s'obstine à garder le silence. En conséquence, le 22 mars, étant donné qu'aucune inculpation n'est possible, les autorités se voient dans l'obligation de le relâcher, même s'il reste pour elle le suspect numéro 1 dans l'affaire de la disparition de Rebecca Reusch. Après ça, les investigations se poursuivent, mais la cassure entre les enquêteurs et la famille de l'adolescente est bien réelle, parce que les premiers croient qu'elle est morte, quand les seconds pensent qu'elle a été enlevée et que son ravisseur la retient captive quelque part. En mai, la police berlinoise confirme à un journaliste de RTL que les recherches ont été arrêtées le mois précédent, et Florian, de son côté, est à présent libre comme l'air, toujours soutenu par les proches de Rebecca qui, elle, demeure introuvable. Pour autant, sa belle famille a-t-elle raison de lui faire confiance ? C'est un point qui a été soulevé fin 2020 dans le podcast Im Dunkeln der Fall Rebecca Reusch, dans lequel on peut entendre certains témoignages qui ne vont pas vraiment dans ce sens. En effet, 2 ex de Florian ont été interviewées dans ce podcast et elles ont clairement dit qu'ils n'avaient pas eu un comportement irréprochable à leur égard, loin s'en faut. Une dénommée Angie a déclaré que pendant l'été 2008, après 6 mois de relation, en plus de l'avoir trompée à plusieurs reprises, il avait commencé à la battre et même à l'enfermer quand il ne voulait pas qu'elle sorte. Elle a également fait état de violences sexuelles subies de sa part, sans donner plus de détails, des faits qui n'ont jamais été rapportés à la police.
À l'époque, c'était la première relation d'Angie. Elle était jeune et elle n'a pas eu le réflexe de porter plainte. Ceci dit, dans le podcast, elle a quand même précisé qu'elle pensait que son ex était incapable d'aller jusqu'à tuer quelqu'un. L'autre témoin a souhaité garder l'anonymat total, mais elle a affirmé avoir elle aussi été victime de violences de la part de Florian quand ils étaient en couple pendant leur adolescence. C'est donc un portrait peu flatteur du suspect qui a été dressé par ces deux femmes, à l'opposé de celui qui a été présenté un petit peu partout par son épouse et par sa belle famille. Mais ce n'est pas tout, parce que toujours dans ce même podcast, les dires d'une autre intervenante soulèvent eux aussi pas mal de questions. En effet, cette dernière rapporte que le 18 février 2019, dans la matinée, elle faisait du cheval avec 2 amis dans une forêt près de Kummersdorf, quand le groupe de 3 femmes a été témoin d'une scène pour le moins étrange. On ignore qui elles sont parce que, là encore, elles ont toutes voulu garder l'anonymat, mais elles ont déclaré à la police avoir aperçu un jeune homme dont les vêtements et la casquette correspondraient à ceux portés par le suspect le jour des faits. L'individu regardait partout autour de lui, il avait l'air assez stressé et il était sur un chemin menant à un chalet non loin, un chalet qui appartiendrait apparemment à l'un des amis de Florian, qui connaît de toute façon très bien les environs parce que sa grand-mère vivait juste à côté. Et le comportement de l'individu a semblé d'autant plus étrange aux 3 cavalières que quand il les a vus, il a accéléré le pas avant de quitter le sentier précipitamment. Cela dit, il a été impossible pour les témoins d'identifier formellement Florian, ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs, parce que l'homme n'était pas tout près et qu'elles n'ont pas pu bien voir son visage. Une autre personne avait également déclaré avoir vu une Twingo rose framboise stationnée près de cette forêt le même jour, mais comme dit précédemment, des recherches approfondies ont été conduites par les forces de l'ordre dans la zone et elles n'ont rien trouvé. Vous l'avez compris, il y a dans cette affaire beaucoup de questions et peu de réponses, beaucoup d'hypothèses et peu de certitudes. Et avec le temps, le mystère entourant la disparition de Rebecca Reusch ne va faire que s'épaissir encore un peu plus. Parce que, oui, s'il est vrai que certains témoignages laissent penser que Rebecca est morte, il y a aussi d'autres personnes qui ont dit l'avoir vue vivante plus tard dans la journée de sa disparition. Et parmi ces gens, il y a une dénommée Samantha, qui connaissait très bien l'adolescente de vue, et qui est sûre de l'avoir aperçue à un arrêt de bus plusieurs heures après sa disparition, aux environs de 18 heures. Da ganz zärtlich, ganz normal, ganz okay. Und dann hatte sie aber mit jemandem telefoniert gehabt und ich wusste halt nicht mit wem. Und dann später, 15 Minuten später oder so, sind wir in den Bus eingestiegen. Des vérifications ont été effectuées par la police qui a par exemple visionné les images de vidéosurveillance de la boulangerie située juste à côté. Mais même si l'angle de caméra ne permet pas de voir l'intégralité de l'arrêt de bus, Rebecca n'apparaît à aucun moment sur la vidéo. Et elle n'est d'ailleurs jamais montée dans le bus si on en croit les images de vidéosurveillance du véhicule. Et enfin, l'analyse de ces données téléphoniques a révélé que son portable a été définitivement éteint le 18 février tôt dans la matinée, ce qui réduit encore la possibilité que Samantha ait pu dire vrai. Et si elle a menti dans le seul but de se faire mousser et de passer à la télé, c'est quand même une sacrée connasse. J'espère qu'elle répondra de ses actes. Pénalement parlant, voilà. Une voisine de Florian et Jessica a également rapporté à la police avoir vu Rebecca dans la rue le matin de sa disparition avec la fameuse couverture violette sous le bras, mais elle dit que les enquêteurs ont balayé sa déclaration sans vraiment la prendre au sérieux. Comme si les forces de l'ordre avaient d'une certaine manière ignoré d'éventuelles autres pistes après avoir trouvé le coupable parfait, une opinion qui est d'ailleurs celle de l'avocat de la famille Reusch. Les années passant, des tuyaux arrivent toujours au commissariat et les recherches ont d'ailleurs repris à plusieurs reprises, toujours sans aucun résultat, mais les enquêteurs affirment que le dossier n'est pas oublié, même si rien ne tente à prouver que Rebecca puisse toujours être en vie. Il faut attendre 2023, soit plus de 4 ans après les faits, pour que l'affaire soit à nouveau mentionnée dans les médias, et ce, pour plusieurs raisons. Im April 2023 durchsuchen Polizisten zuletzt erneut dessen Haus und führen akustische Messungen durch. Einen Monat später sollen neue Daten zum Google-Suchverlauf vorliegen. Demnach soll Florian R. kurz vor dem Verschwinden seiner Schwägerin im Internet nach Strangulierungspraktiken beim Geschlechtsverkehr gesucht haben. Le compte Google de Rebecca, lui, n'a plus été utilisé depuis le 18 février 2019, ce qui va clairement dans le sens d'une disparition liée à un acte criminel. Elle s'en est servie pour la dernière fois à une heure à laquelle elle se trouvait peut-être encore dans le salon, chez sa sœur, seule avec son beau-frère, après le départ de Jessica et leur fille qui sont sortis aux alentours de 7h du matin.
Et le fait que, lors de la première perquisition du logement du couple, la police ait remarqué l'absence d'une ceinture de peignoir est un détail qui, à la lumière de ces nouvelles découvertes, sonne un petit peu comme une étrange coïncidence. Pure spéculation, mais il est facile d'imaginer que Florian a pu l'utiliser pour étrangler Rebecca, étant donné qu'aucune trace de sang n'a été retrouvée dans la maison. Mais encore une fois, tout ça ne reste qu'une supposition et la famille de l'adolescente a d'ailleurs fourni une explication crédible concernant la disparition de cette fameuse ceinture de peignoir. Selon Brigitte, elle aurait apparemment été utilisée pour tracter une bobbycar, une petite voiture pour enfants, et elle s'en serait retrouvée abîmée et salie avant de finalement partir à la poubelle. Cela dit, ça n'est évidemment pas vérifiable. Mais ça n'est pas tout, parce que des journalistes de Bild ont transmis une vidéo à la police à l'automne dernier, une vidéo qui a beaucoup fait parler d'elle, parce qu'elle a été filmée le jour de la disparition de Rebecca. Kamera in der Nachbarschaft das Video auf. Es zeigt 7:24 Uhr, wie der himbeerrote Renault Twingo des Schwagers die Straße nahe dem Haus von Rebeccas Schwester entlang fährt und nach 46 Minuten wieder zurückkommt. Hängt das Heck des Twingos bei der Abfahrt tiefer hinab als bei der Rückkehr? Und wenn ja, ist das so, weil der Schwager die Leiche Rebeccas im Kofferraum abtransportierte, dann irgendwo versteckte und mit leerem Kofferraum zurückkam? La police a répondu tout récemment et a dit connaître la vidéo pour l'avoir déjà analysée, tout en confirmant que ces images n'avaient permis aucune avancée dans l'enquête. En gros, plus de 5 ans après les faits, les investigations sont toujours au point mort et on ignore encore ce qu'il est advenu de Rebecca, qui aurait fêté ses 21 ans en septembre cette année. Les enquêteurs sont d'ailleurs toujours à la recherche d'informations concernant sa disparition et Florian reste présumé innocent, même s'il est toujours considéré comme le principal suspect dans cette affaire, d'autant que tout porte à croire que l'adolescente n'a jamais quitté la maison de Jessica et Florian le matin des faits, comme l'affirme la police. Mais d'autres théories circulent et celle qui a fait le plus de bruit, c'est la possible implication de la propre famille de Rebecca. Parce qu'il faut quand même bien avouer que le fait que Florian ait reçu un tel soutien de la part de sa belle famille, ça laisse perplexe. Même si rien n'a pu être prouvé, énormément de pistes convergent dans sa direction, et beaucoup trouvent étonnant qu'à aucun moment les proches de Rebecca n'aient réellement mis sa version des faits en doute, alors même qu'il a clairement menti sur son emploi du temps et que cette histoire de trajet en voiture reste franchement louche. Alors, d'accord, ils le connaissent depuis tellement longtemps qu'il peut leur être difficile de croire en sa culpabilité, pourquoi pas, mais si votre enfant ou votre sœur disparaissait, ne voudriez-vous pas explorer toutes les pistes possibles, même si les dites pistes pointent vers quelqu'un que vous connaissez ou pensez connaître depuis plus de 10 ans. Et s'ils en savaient plus, eux aussi, que ce qu'ils ont bien voulu dire, ça pourrait expliquer la déclaration de Bernd quand il a dit « Toute cette affaire est liée à un autre élément que je ne peux pas divulguer ». Et enfin, quel crédit apporter à l'analyse faite par Bild concernant la hauteur de l'essieu arrière de la Twingo sur les images de vidéosurveillance ? Moi, je veux bien les croire, mais vu la qualité de la vidéo, j'ai du mal à pouvoir dire si, oui ou non, le poids sur l'essieu arrière était effectivement différent à l'aller et au retour. D'ailleurs, cette vidéosurveillance, d'une certaine manière, elle me fait pas mal penser à la dernière vidéo montrant Helen Park, qui a elle aussi disparu dans des circonstances très mystérieuses juste après avoir été filmée. Avant de vous quitter, j'ai une rapide annonce à faire. Je viens de créer un compte sur Patreon dans le but de créer une communauté. Et c'est sur Patreon que je ferai désormais la majorité de mes annonces, des sondages pour les prochaines vidéos, etc., etc. Vous pouvez rejoindre la communauté gratuitement, mais vous avez aussi 3 niveaux payants qui vous donnent accès à des avantages exclusifs comme les photos et les vidéos non censurées, quand YouTube m'empêche de les inclure dans les vidéos, des interrogatoires complets sous-titrés en français, l'accès aux vidéos avant tout le monde et sans pub, et plein d'autres trucs que je vous laisse aller découvrir par vous-même. À lundi prochain, et d'ici là n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme, et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!